CAN Côte d'Ivoire 2023, tous les yeux sont rivés sur Yamoussoukro où les Lions, tenants du titre, jouent leur qualification pour les quarts de finale. Sénégal, Côte d'Ivoire au stade Charles Konan Banny à Abidjan. Les supporters des Lions et ceux des éléphants se lancent en défi à Dakar, Kaolack et Kaffrine. Chacun y va de ses pronostics. Les accusations de corruption contre deux juges du Conseil constitutionnel. La commission des lois de l'Assemblée nationale depuis ce matin en réunion pour l'examen d'un projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Une magistrate à la retraite réagit à cette polémique. Dior Falso, première femme procureure de la République au Sénégal, dénonce et appelle les citoyens à arrêter les attaques contre la justice. Toujours sur cette affaire, la sortie de l'Union des magistrats sénégalais qui évoque une séparation des pouvoirs très mal vue par Birahim Seck pour le coordinateur du Forum civil. L'argument ne tient pas. Invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade. Les fédérations départementales du PDS se passent le mot. Elles demandent le report de l'élection présidentielle du 25 février prochain. À suivre dans cette édition, la page inter avec Anna Rocha, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Et en fin d'édition, le journal de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous nous rendrons à Yamoussoukro retrouver nos envoyés spéciaux. Abdoulaye Diop assure la partie technique de cette édition, la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour démarrer. Défaite interdite et cela est valable pour toutes les deux équipes que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui jouent les huitièmes de finale. Match prévu cet après-midi, ce soir plutôt à 20h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à Treichville dans le sud d'Abidjan où vit une forte communauté sénégalaise. Ambiance bon enfant sur place. Ils ont confiance aux Lions et espèrent une victoire synonyme de qualification en quart de finale. Du côté des supporters ivoiriens, certains n'y croient plus, d'autres en revanche gardent espoir. Leurs propos recueillis par Gobia Yabi, compilés par Nafissa Toussila qui signe les récits. Lundi, il n'y a pas à checker. C'est que tous les Ivoiriens vont mailler. Jusqu'à pendant la Coupe d'Afrique va finir. Et le Sénégal mettra autant de sauce qu'il en faudra sur ce tiep. Les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire en sont convaincus. Déjà, ils prédisent ce score. Sénégal a mis 4-0. Vous ne voulez pas que ça va trop gâter là, il faut parler bien. Si vous parlez bien, c'est 2. Si vous parlez mal, c'est 4. Nous là, on va lever le gardien là, on va laisser le camp là. Et puis on va mettre 4-0. Bon, c'est le football, le ballon est cruel, mais la logique sera respectée. Le Sénégal va gagner forcément. Ces farouches supporters sénégalais nés en Côte d'Ivoire veulent une revanche explosive et ils se rappellent de la CAN de 1992. Vous êtes venus nous gagner à 92. Donc, on va prendre pour nous aussi. Ouais. 92, tu as pris chez moi. Moi, j'aimerais que je prends chez toi. Là, ça fait 2, 1, 1 et puis 2, 2 aussi. Sénégal en vigueur, ils sont en vivacité. Il n'y a pas de souci. Sauf miracle. Sénégal joue très bien par rapport à Côte d'Ivoire. Donc, sauf miracle. On est optimiste. Hein? Les supporters des éléphants, découragés, sont quand même conscients qu'il s'agit d'un match à enjeu et sans palabres, ils savent qu'ils auront en face d'eux l'équipe favorite de cette CAN. Ils nous ont découragés. Le match de poule, ils nous ont beaucoup découragés. Il y a des équipes qui tombent en destin moment, ils perdent l'espoir. Ainsi que les supporters, en destin moment, se relèvent et puis ils prennent le relais. Les éléphants vont montrer que vraiment, ce sont les Ivoiriens. Pour l'heure, la fraternité légendaire entre ces deux pays sera mise de côté. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire devront s'affronter, griffes acérées et défense pour la victoire. Et nous quittons Abidjan pour nous rendre à Yamoussoukro. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Georges et bonjour à tous. Alors je le disais tout à l'heure, défaite interdite et cela est valable pour les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui jouent ce soir à 20h. Quel est le moral au sein de la tanière? On a vu hier des joueurs du Sénégal qui sont restés sur la même dynamique que depuis le début de cette compétition. Serein, mais surtout avec beaucoup d'humilité, confiant également en conférence de presse. On a vu Aliou Cissé attirer l'attention de tout le monde pour dire que ce qui s'est passé lors des phases de groupe, derrière nous, même si le Sénégal a été très brillant, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, et d'ailleurs la seule sélection à avoir fait une telle performance. Mais en face, il y a une équipe de la Côte d'Ivoire ressuscitée en fait, avec une défaite, deux défaites et une victoire.
Mais malgré tout, Aliou Cissé estime que la Côte d'Ivoire est une grande nation, il faut la respecter et essayer de la battre dans ce match très, très attendu ici par les supporters ivoiriens. C'est vrai qu'il ne semble pas y croire beaucoup, parce que vu un peu ce qui s'est passé lors du premier tour, notamment ce 4-0 face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Mais hier, M. Faye, le sélectionneur intérimaire, a estimé que il a fait le travail nécessaire, surtout psychologiquement, pour remobiliser ses joueurs afin de pouvoir donc essayer saisir cette dernière chance que leur offre cette CAN chez eux, essayer donc d'aller jusqu'au bout, Georges. Mais Moussa Niakhaté, il a dit que malgré qu'il y aura le public en faveur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, sur le terrain, rien ne va changer. Ils vont faire le travail et passer pour aller reconquérir ce trophée. Merci Youssouf Obodian. Plus d'informations sur cette rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire, ce sera dans le journal de la CAN. Ici à Dakar, les rues de certains quartiers sont déjà aux couleurs nationales. C'est le cas de la Médina où un fort engouement des supporters est noté. Âgé d'environ 30 ans, Samba Ndiaye a revêtu ce matin son maillot et un bracelet aux couleurs du drapeau national. Grand amateur de football, il affiche une confiance absolue pour le match qui va opposer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Victoire. Le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire. C'est pas vraiment un match. La Côte d'Ivoire ne pourra rien contre nous. Les supporters le savent bien. À la rue 6, Médina, de nombreux petits drapeaux aux couleurs nationales sont visibles. Une belle décoration pour embellir le fast-food du quartier. Doudou Kane, le gérant, affirme que tout est prêt pour soutenir ardemment les Lions. Les Sénégalais sont tous derrière les Lions, c'est clair. On n'a que notre drapeau national. Et si Dieu le veut bien, nous passerons en quart de finale. Au croisement de la rue 11, angle 6, nous nous trouvons au quartier général de Pause Café Ndam Aljana. L'arôme du café Touba emplit l'air. Le vendeur Ndam a déjà aménagé les lieux en vue du match qui s'annonce très disputé. Vous voyez, on a déjà commencé à décorer les lieux. Les gens vont suivre le match d'ici. Les Ivoiriens n'ont qu'à rester tranquilles. On risque de les battre sur un score sans appel de 9-0. Le duel entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire est prévu ce soir à 20h. Les Sénégalais prient pour la victoire de l'équipe nationale. Angoisse chez certains supporters des Lions à Kaolack, même si le Sénégal est favori. Là-bas, dans la capitale du Saloum, une union des cœurs est sollicitée. Le fair play également. Fatoubo. Pape Sarr se montre très angoissé à l'idée de regarder le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, un match qui ne sera pas facile selon lui, d'où la nécessité de ne pas sous-estimer les éléphants de la Côte d'Ivoire. J'ai peur à l'idée de penser que le Sénégal va jouer avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une équipe qui a été repêchée et ce ne sera pas facile. Quant à Makan et Ali Diallo, des amoureux du ballon rond, ils affichent leur optimisme quant à la victoire de plus de 3-0 du Sénégal. J'ai confiance que le Sénégal va gagner et nous tous on va prier pour que cela puisse arriver. Là, moi je dirais, on a débuté la CAN avec 3 buts. Donc on n'a qu'à augmenter, mais même si possible 5 ans. Alors la concentration doit être de mise ainsi que des prières pour les joueurs sénégalais, souligne ces supporters. Alors donc il n'y a pas de raison d'avoir peur ou de penser à autre chose. Nous tous, en tant que Sénégalais, autant que nous sommes, nous n'avons qu'à prier selon notre religion. Le derby entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ce lundi reste un enjeu de taille selon certains Kaolackois qui appellent ainsi les supporters des deux équipes à mettre en avant le fair play. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Dans la région voisine à Kaffrine, au marché central, les supporters livrent leurs attentes sur le 11 de départ. Comment les poulains de Aliou Cissé doivent aborder le match? Leur réponse dans ce reportage de Ndeya Wabé. Bruit de klaxons, la rue 44 des tailleurs du marché central de Kaffrine est très animée à quelques heures du match Sénégal-Côte d'Ivoire.
Cissé Couturier croit fort à une victoire des Lions de la Teranga. Sénégal saa yu football dañuy jënd boisson togg ay ceeb yëpp ngir bëggal Sénégal rek. Ñun moom nii la ñuy seetaanee match. L'équipe nationale du Sénégal c'est une grande équipe. Comme disait notre père Ablaye Diaw, nous avons une grande nation de foot. Donc aujourd'hui, nous remercions l'entraîneur Aliou Cissé et en le demandant de mettre le paquet. Pour Mbaye Gning, l'équipe du Sénégal a toutes les potentialités pour gagner la Côte d'Ivoire et aller jusqu'au bout de l'aventure pour remporter une deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations. Sondé Bagarre, Pape Gueye, Lamine Camara, Pamara Sarr, c'est une grande équipe. On attaque extrêmement fort. Ça ne doit pas être facile. Comme je le disais tantôt, nous avons une grande équipe. Le Côte d'Ivoire sur 3-0 ou 4-0. Mais le coach Aliou Cissé doit renforcer davantage la défense, c'est l'avis de El Hadj Adama Deme. Il craint un regain de motivation des éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans le marché de Kaffrine, drapeaux et maillots de l'équipe nationale se vendent comme de petits pains. Les supporters invitent tous les Lions à la combativité pour ce match de 8e de finale décisif prévu à 20h à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Day Awoubey, Kaffrine, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Drame à Thiaroye-sur-Mer. 2 filles d'une même famille ont perdu la vie après avoir ingurgité un produit appelé Malathion. Elles ont confondu ce désinfectant à de l'essence vanille et l'ont versé dans leur tchakri. Les 2 enfants sont morts après leur évacuation à l'hôpital. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En politique à midi, 12 minutes, la résolution est tombée. L'Assemblée nationale a mis sur pied une commission d'enquête parlementaire composée de 11 membres, comme l'avaient demandé les députés du Parti démocratique sénégalais, suite aux accusations de corruption contre 2 membres du Conseil constitutionnel. Cela suite à l'invalidation de la candidature de Karim Meïssa Wade. La commission va devoir informer l'Assemblée nationale sur le bien fondé des accusations. Koumba Sandiane Faye. Décision de l'Assemblée nationale. En son article 1er, il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour les scrutins présidentiels du 25 février 2024. Article 2, la présente commission a pour mission d'informer l'Assemblée sur le bien fondé des contestations qui jalonnent le processus électoral. Article 3, la commission est composée de 11 membres. Il y aura des représentants du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ceux du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, d'autres représentants du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Il y aura aussi des représentants des non-inscrits. Ainsi, le bureau de cette commission d'enquête parlementaire sera composé du président, du vice-président et du rapporteur. Cette commission d'enquête parlementaire mise en place fait suite à de nombreuses contestations suite à la publication de la liste du 20 janvier par le Conseil constitutionnel des candidats. Constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats à l'élection présidentielle. Selon cette proposition, le motif énoncé pour invalider la candidature de Karim Wade n'est pas juridiquement fondé et sur cette base, selon toujours cette résolution, il apparaît que les juges Sertidiane Koulibaly et Cheikh Ndiaye ont des connexions douteuses avec certains candidats et se trouvent manifestement dans une situation de conflit d'intérêts. La non-disposition du fichier général des électeurs indexés ainsi que la non-fiabilité, voire la non-mise à jour du fichier général des électeurs. La situation des 9 candidats qui ont été éliminés sans que leur parrainage ne soit contrôlé. Au vu de tous ces faits exposés, a-t-on noté sur la résolution qu'il plaira à l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 48 de son règlement intérieur, de créer cette commission d'enquête parlementaire. Une magistrate à la retraite se prononce sur les soupçons de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel. Dior Falso dénonce ces soupçons qui mettent en cause la crédibilité et l'intégrité des juges du Conseil constitutionnel. La première femme procureure de la République au Sénégal appelle les citoyens à arrêter les attaques contre la justice. Elle est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudien. Ça commence à devenir quand même très grave, dans la mesure où n'importe qui, n'importe quand, sans aucune preuve à l'appui, certaines personnes peuvent maintenant accuser la magistrature de corruption des magistrats, d'ailleurs qui sont intègres, qui n'ont jamais eu de problème durant toute la carrière et qui ont exercé vraiment leurs fonctions avec dignité et loyauté. Donc je pense que c'est très grave actuellement et je souscris entièrement
au communiqué de l'UMS. Je suis solidaire avec eux. Je suis d'ailleurs membre de l'UMS, même si je suis à la retraite. Et je crois qu'il n'est que temps pour que vraiment nous puissions réagir. Nous avions peut-être pas tellement pris la parole ou réagi parce que simplement nous observons ce devoir de réserve. Mais je pense que la réserve, elle est faite pour certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de lutter contre ce discrédit qu'on est en train de mettre sur les magistrats et la justice, je crois que nous avons le droit quand même de parler. Les soupçons quand même sont graves, des soupçons de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire ne peut pas permettre d'éclairer cette affaire-là? Mais vous avez lu le communiqué de l'UMS. Je m'en tiens à ce communiqué-là. Il vous dit dans quelles conditions un magistrat peut être attrait et, disons, faire l'objet de sanctions ou d'un conseil de discipline. Vous savez, bon, on n'est pas à l'abri de critiques. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Mais je pense que là où c'est grave, c'est quand vous mettez en cause la crédibilité et la réputation d'une personne. Ça, c'est extrêmement grave. Alors je pense qu'à ce niveau-là, quand même, il faut savoir raison garder. Le coordinateur du Forum civil réagit à la sortie de l'Union des magistrats sénégalais. Pour Birahim Seck, le principe de séparation des pouvoirs évoqué par l'UMS ne suffit pas pour ne pas entendre des membres du Conseil constitutionnel. Nous disons au niveau du Forum civil que le principe de la séparation des pouvoirs soulevé par les magistrats ne suffit pas pour ne pas entendre des magistrats ou bien des membres du Conseil constitutionnel par une commission d'enquête parlementaire. Vous pouvez constater avec nous que les magistrats peuvent entendre des membres de l'Assemblée nationale, donc des députés. Ils peuvent aussi entendre des membres de l'exécutif, comme les magistrats également peuvent entendre des citoyens lambda tout court. Mais pourquoi pas la réciprocité? Pourquoi les magistrats, qui sont également des justiciables, ne devraient pas être entendus par les corps de contrôle qui sont soit de l'exécutif, soit également de l'Assemblée nationale? Nous pensons très sincèrement que si les magistrats veulent dessaisir l'Assemblée nationale, ils savent quoi faire. Ils peuvent bien entendu s'autosaisir. Et en ce moment-là, l'Assemblée nationale n'aura plus la possibilité de pouvoir continuer la mise en place de la commission d'enquête parlementaire. Birahim Seck qui répondait aux questions de Babacar Fall. Les députés du Parti démocratique sénégalais ont également réagi à la sortie de l'UMS dans un communiqué. Le Parti démocratique sénégalais, ses députés plutôt battant brèche les arguments soulevés par l'Union des magistrats sénégalais, entre autres points soulevés par le Parti démocratique sénégalais. Les membres du Conseil constitutionnel ne font pas partie du corps judiciaire. Le Conseil constitutionnel ne fait pas partie des cours et tribunaux du Sénégal. Les membres du Conseil constitutionnel, selon les députés du PDS, ne relèvent pas du statut des magistrats, ainsi qu'il résulte clairement de la loi organique du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. Le Parti démocratique sénégalais et ses députés, à travers un communiqué, ajoutent que le Conseil constitutionnel est composé de retraités de la magistrature. Nous y reviendrons plus amplement lors de nos prochaines éditions. Le Parti démocratique sénégalais et ses instances qui semblent s'être passé le mot, ces instances veulent un report de la présidentielle. C'est le cas de la fédération départementale PDS de Linguère qui demande la dissolution du Conseil constitutionnel. Les libéraux de Linguère se prononçaient sur la situation politique du pays lors d'une assemblée générale extraordinaire à Dara Djolof. À Kébémer, les libéraux formulent quasiment la même requête, le report du scrutin. Ils dénoncent l'invalidation de la candidature de Karim Wade et en font porter la responsabilité au candidat de Benno Bokk Yakaar. À Fatick, les libéraux demandent également le report de la présidentielle. Ils étaient en conférence de presse. Le compte-rendu de Aminata Goudiaby. Toutes les cellules communales du Parti démocratique sénégalais dans le département de Fatick étaient présentes à cette conférence de presse. Les militants du PDS à Fatick se sont d'abord offusqués de ce qu'ils considèrent comme une énième forfaiture contre Karim Wade. Ousmane Diouf, secrétaire général national chargé du monde rural et membre de la fédération départementale du PDS. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sorti une décision juridiquement illégale, moralement inacceptable et politiquement illégitime. Ces libéraux se sont montrés catégoriques. L'élection présidentielle doit être reportée si toutefois les soupçons de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel sont confirmés par l'enquête parlementaire demandée par les députés du PDS. La coalition Karim 2024 de Fatick demande le report des élections au cas où les incriminations soulevées sont confirmées par l'enquête parlementaire. Ce report permettra à la classe politique d'engager un dialogue sincère et inclusif afin d'avoir un processus électoral fiable. Manyangan Fall, membre de la coalition Karim 2024, soupçonne une mainmise du
régime actuel dans cette affaire. Quelques individus veulent profiter de leur position de pouvoir pour confisquer la volonté populaire. Karim Wade a renoncé à sa nationalité par une déclaration respectant toutes les conditions de fond et de forme. Le président du parti Nous Citoyens, Lumu Bolé, revient sur le rôle déterminant que peut jouer cette commission d'enquête parlementaire, mais elle a des limites, reconnaît Mandiangan Fall. Une commission d'enquête parlementaire ne juge pas. Une commission d'enquête parlementaire ne sanctionne pas. Une commission d'enquête parlementaire informe. C'est l'exercice par l'Assemblée nationale de son pouvoir constitutionnel de contrôle et de contrôle information. Bien que le contrôle information peut générer un contrôle sanction, comme par exemple une motion de censure contre le gouvernement. Ce face-à-face avec la presse est le début d'un combat pour faire rétablir Karim Meïssa Wade dans tous ses droits, ont fait savoir les militants du PDS à Fatick. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. À 12h21, les départs annoncés du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO dans ce midi focus sur les conséquences sur l'intégration des peuples. La libre circulation des personnes pourrait être compromise. Mohamed Ali Mouba. Les départs du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO, une mauvaise nouvelle pour l'intégration africaine. Cheikh Omar Sy ne mâche pas ce matin ces mots. Surtout qu'elle remet en cause tout le travail qui a été fait dans le cadre de l'intégration et de la mobilité des citoyens dans la sous-région. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils quittent la CEDEAO, là, il y aura beaucoup de mesures de restriction pour le déplacement, aussi bien du point de vue économique que du point de vue avec les populations. Si ces trois États décident, parce qu'en termes de superficie, en termes de population, même en termes d'économie, c'est quand même un État important. S'ils décident aujourd'hui à eux trois de créer une petite fédération qui va gérer leurs intérêts, la CEDEAO sera en face d'un grand dilemme. Je pense qu'ici, aujourd'hui, il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes, s'asseoir et essayer de dissiper les problèmes qui commencent à gangréner l'Afrique de l'Ouest. Là, ça va aussi profiter aux pays occidentaux qui souhaitent nous diviser, parce que leur intérêt aujourd'hui, c'est de fragiliser la CEDEAO, c'est de fragiliser l'intégration pour pouvoir asseoir une nouvelle dominance, qu'elle soit politique, économique, militaire. Nous allons droit au mur. Moustapha Diouf, lui, tempère. Les trois pays du Sahel sont encore dans l'Union monétaire ouest-africaine et tout n'est pas perdu. Moustapha Diouf est spécialiste de l'intégration sous-régionale. Ce serait regrettable et pourrait avoir des conséquences dans les relations entre ces pays-là et la CEDEAO. Mais cela ne déteint pas immédiatement, immédiatement sur la libre circulation des personnes et des biens par rapport à ces pays-là. Parce qu'il faut comprendre que ces trois pays qui sont concernés sont aussi membres de l'UEMOA. Vous voyez? Et que donc entre eux et les autres pays qui sont membres de l'UEMOA, rien n'entache les avantages qui sont déjà octroyés aux citoyens de ces pays. Le Mali, le Niger, le Burkina lâchent donc la CEDEAO pour former leur propre alliance. Ils dénoncent les mesures de rétention appliquées à leur régime, des régimes qui se sont installés à la suite du coup d'État. Pour Cheikh Omar Sy, de franches discussions s'imposent pour limiter la casse. Oui, mais ceux qui sont dans la CEDEAO ne doivent pas attendre. Il faut dès à présent avoir la médiation. Il faut faire une table rase sur certaines questions et revenir autour de la table, aller vers et tacler les problèmes les plus importants. Tous ces États-là sont des États militaires. Ces trois pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, ont annoncé leur départ hier dimanche sur simple communiqué avec effet immédiat. Juridiquement, ce n'est pas possible. Les textes de l'organisation sous-régionale prévoient le départ de membres, mais il y a une procédure. Il faut passer par la dénonciation et attendre un an avant que cela ne soit constaté officiellement. L'actualité internationale. Bonjour Nafissa Toussila. Bonjour Georges. On l'a entendu avec Mohamed Ali Mouba, ça fait débat dans la sous-région. Le Mali, le Burkina et le Niger qui ont décidé de quitter la CEDEAO. Retrait de ces trois pays de la CEDEAO, une décision saluée par la population de Bamako. D'ailleurs, certains disent ne pas être surpris par la décision. Ils sont au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Depuis le premier embargo, le Mali voulait sortir. Bon, comme la CEDEAO a annoncé qu'à partir du 14 février, s'il n'y a pas eu d'élection, ils vont prendre des sanctions contre le Mali. Donc, on a anticipé quoi. Si c'est quelque chose qui concerne réellement les trois pays, que dans les jours à venir, on peut avoir certaines bonheurs, c'est bien. Il est temps qu'on prenne notre responsabilité à main. Je ne suis vraiment pas étonné de voir ces trois pays qui font partie des nations fondatrices de cette organisation se retirer. Cette organisation qui est censée les protéger se retourne contre eux. À ces trois
3 nations dans le processus de lutte contre le terrorisme et tout ce qui va avec. C'est une bonne décision qui est venue et maintenant c'est cette solidarité-là qui doit être demandée à ces différents pays. Rome abrite, Nafissatou, Rome abrite ce lundi un sommet inédit. En effet, Georges, le sommet Italie-Afrique à l'initiative de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, de l'extrême droite qui promet une approche d'égal à égal. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Des accords énergétiques en échange d'une coopération en matière de migration. Mais pour le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, ce sommet est un manque de respect aux peuples africains. Voici Boubacar Sey. Au moment où le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent en même temps la CEDEAO, Meloni convoque les dirigeants africains à Rome pour un sommet Italie-Afrique. Cette rencontre est non seulement une honte, mais aussi une insulte au peuple africain, dans la mesure où c'est l'extrême droite qui convoque les dirigeants africains en Europe. Meloni, après avoir insulté les Africains, se tourne vers eux parce que tout simplement rattrapé par ses mensonges et ses promesses électorales dans la résolution de cette crise migratoire qui secoue le monde. Il faut que ces dirigeants africains comprennent que l'avenir du monde, c'est l'Afrique, que le continent fait l'objet de convoitises pour tous ceux qui veulent se faire aujourd'hui une économie postmoderne, car les enjeux sont géopolitiques, géoéconomiques et écostratégiques. Ces sommets n'ont aucune valeur ajoutée sur la vie des Africains. C'est des rencontres contre l'unité et le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'heure des nouvelles perspectives panafricaines. C'est l'Afrique aux Africains pour une architecture de paix, de sécurité entre les peuples. Les défis sont majeurs. La préservation de nos ressources naturelles, la résilience de nos économies en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à l'immigration clandestine qui tue la jeunesse africaine. Parce que tout simplement, sans espoir. Au Nigeria, de nouvelles violences minent l'état du plateau. Selon RFI, au moins 55 personnes ont été tuées la semaine dernière dans cet état du plateau. Cela fait suite à des violences intercommunautaires fréquentes dans la zone. Plus de détails avec Tom Choran. Depuis plus d'un mois et sans interruption significative, le cœur du Nigeria est le théâtre de violences intercommunautaires de plus en plus meurtrières. L'état du plateau, qui est divisé entre territoires chrétiens et communautés musulmanes, voit en effet ces ethnies se livrer à des batailles fratricides sur fond de rivalité spatiale et religieuse. Selon RFI, au moins 55 personnes sont mortes depuis une semaine après qu'un accrochage présumé entre un habitant et un éleveur Fulani ait mis le feu aux poudres. Au-delà du lourd bilan humain, c'est le silence des autorités qui inquiète. Les habitants témoignent de ce qu'ils qualifient de passivité totale de la part du gouvernement nigérian, qui les abandonnerait dans ce conflit et participerait à la montée des tensions. Des analystes en sécurité considèrent que la seule solution serait d'augmenter considérablement le nombre d'effectifs militaires dans la région, qui serait trop faible pour protéger efficacement les habitants. Mais les autorités n'ont pour le moment décrété qu'un couvre-feu, apparemment inefficace. Les populations continuent de circuler après 19h et il est presque impossible de distinguer les groupes armés des commerçants et des éleveurs. Cette mesure a par contre des effets négatifs. Amnesty International alerte en effet sur les conséquences humanitaires de ce couvre-feu et les difficultés qu'il cause aux populations pour s'approvisionner en eau et en nourriture. Le plateau n'attend plus que le calme après la tempête de feu qu'il vient de connaître et le sort de ses habitants est plus que jamais suspendu aux décisions des autorités nigériennes. Et puis, Georges, en Russie, la candidature de Vladimir Poutine à la présidentielle a été officiellement validée par la commission électorale. Âgé de 71 ans, le président russe est au pouvoir depuis près de 15 ans. Poutine avait officialisé en décembre dernier son intention de briguer un nouveau mandat pour ce scrutin prévu au mois de mars prochain. Merci Nafissatou Sila, c'était l'actualité internationale. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. Lecture et commentaires, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. 8e de finale, Sénégal-Côte d'Ivoire ce soir, la chute d'un géant. Éléphants et lions se défient cet après-midi dans un combat de géants. Qui du mammifère ou du félin va survivre dans la savane africaine? Réponse à 20h, temps universel dans un duel des plus épiques. Oui, Ayako, aujourd'hui c'est jour de match. Pour Stade Quotidien, les lions du Sénégal
national vise un 11e quart en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sur sa note que des lions sont à l'assaut d'éléphants blessés, des miraculés repêchés par le biais du meilleur 3e. Selon Walfadri, c'est une poudrière qui s'annonce à Yako. On duel épique, écrit le journal Les Échos. Si Aliou Cissé est décidé à défendre son titre, MRC Faye soutient n'avoir aucun complexe à se faire. Il promet de rendre indigeste la patte de l'éléphant. En tout état de cause, les Lions du Sénégal sont prêts. Selon le journal Le Soleil, dernier galop hier, l'équipe nationale s'est entraînée et pour la première fois on note la présence de Youssouf Sabaly. Niakhaté, ok, Pape Gueye absent, la qualification le seul objectif. Aliou Cissé affirme avoir formaté ses éléments pour défendre le titre. Chasser donc l'éléphant de sa canne, plaide record. Il faudra doser donc pour ce faire. Le café plaide de Bosby les jours, vaincre surtout les signes indiens car la Côte d'Ivoire ne nous a pas souvent réussi à dompter donc les éléphants en Coupe d'Afrique des Nations. Caire 86, ça rappelle, éliminatoire CAN 2013 et Mondial 2014, que de mauvais souvenirs. Le journal Bosby les jours donne la recette du jour. Le confrère note: s'ils font preuve d'une grande discipline tactique, les jours d'Aliou Cissé, et bien d'une générosité dans les efforts ainsi de la rapidité dans la transmission, ils peuvent sortir victorieux de ce duel qui leur ouvrirait les portes des quarts de finale. La gestion des émotions sera importante pour être sourd à l'hostilité, aux éventuelles provocations. En tout état de cause, note le journal à ce stade de la compétition, il n'y a plus de calcul à se faire, seule la victoire compte. Le journal Le Soleil ne dit pas autre chose. Le confrère écrit: si les Lions restent sur les principes du jeu qu'ils ont affichés au premier tour, eh bien les éléphants, aussi massifs et revigorés qu'ils soient, ne devraient pas être en mesure de leur barrer la route. Accusation de corruption contre deux juges du Conseil constitutionnel. L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, vole au secours de ces éléments. Il fait bloc autour et envoie balader les députés, constate Sud Quotidien. L'Union des magistrats dénonce une atteinte à la séparation du pouvoir et à l'indépendance de la justice. L'info note que c'est une pluie de parapluie qui couvre les juges visés, principalement sur le juge Koulibaly, colonel Ndao, maître Ciré Clédor Ly, l'UMS elle-même ou encore professeur Pape Mody Gaye. Selon maître Ciré Clédor Ly, le juge Koulibaly est un grenier du savoir du président Senghor au président Sall. Il a été un phare de la justice sénégalaise. Qu'à cela ne tienne, le PDS et ses soutiens continuent de mettre en place leur commission déterminée à tirer au clair l'affaire. Selon Tribune, le PDS exige le report de la présidentielle. Une motion de censure demandée contre le Premier ministre. Selon le journal, certains membres du Conseil sont à la solde d'Amadouba. Dans Walfadri, Mamadou Lamine Diallo dit le Sénégal n'est pas un jouet. Boun Abdallah Dionne, lui, soutient qu'il n'a plus de relation avec Macky Sall. Du côté d'Ex-Pastef, Sonko a choisi Diomaye Faye comme son candidat. Les autres invités à s'aligner. Bassirou Diomaye Faye le choix. Habib et Cheikh Tidiane Dièye dans un rôle de faire valoir, énonce textuellement le quotidien. Quid d'Idrissa Seck, l'Obs note qu'il ne faut pas l'enterrer. Il a une grosse carte à jouer avec l'élimination de Karim Wade. S'il arrive bien sûr à capitaliser les échecs, Dr Babacar Diop lui ferme ses portes à Idrissa Seck et s'ouvre à Yewwi Askan Wi. Nafi Diallo du PDS dit elle victime d'intimidation et de tentatives d'enlèvement. La madame communication du PDS cible d'individus inconnus selon le journal Rewmi Quotidien. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. Et cette revue de presse de Mohamed Alimba met en terme à cette édition. Merci à Abdoulaye Diop qui en a assuré la partie technique, Maïssa Mbaye à la digitalisation, Aliouba à la réalisation, à la production plutôt. Merci à El Hadj Ndiogoudien pour la réalisation. El Hadj Ndiogoudien que vous allez retrouver dans moins de 30 minutes pour le journal en Wolof. En attendant, nous nous rendons à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire retrouver nos envoyés spéciaux pour le journal de la CAN Côte d'Ivoire